table. Une émission proposée par Hype FM. Voyage de François Hollande en Turquie, pénalisation de la négation du génocide, relance des négociations d'adhésion entre l'Europe et Ankara, mais aussi commémoration du centenaire du génocide. Les préoccupations ne manquent pas pour la communauté arménienne de France et en premier lieu pour le CCAF qui, lors de son dernier Conseil national, a fixé plusieurs actions à entreprendre pour répondre à ces nouveaux défis. Pour nous les présenter, nous recevons ce matin dans l'émission Carter sur table les deux coprésidents du CCAF, Ada Toranian, bonjour. Bonjour. Et Mourad Papazian, bonjour. Bonjour. Alors, depuis l'élection de François Hollande en avril 2012, les Arméniens de France attendent de savoir quand et comment le chef de l'État va tenir les engagements pris envers eux, le premier étant de légiférer contre la négation du génocide de 1915. Depuis, certes, cette promesse a été renouvelée, mais concrètement, rien n'a avancé, tout du moins de façon visible pour le grand public. Alors, qu'en est-il de ce dossier ? Qui ouvre la discussion ? Mourad Papazian ? Oui, c'est un engagement de François Hollande depuis 2006. Depuis qu'il a été premier secrétaire du Parti socialiste, il a œuvré effectivement pour qu'une loi pénalise la négation du génocide arménien. Cet engagement a été réitéré en 2011 pendant la campagne de l'élection présidentielle, des primaires, puis en 2012 pendant la campagne de l'élection présidentielle, puis François Hollande, président de la République, s'est de nouveau engagé, une fois élu, à légiférer dans le but de pénaliser la négation du génocide arménien. Nos contacts du CCAF avec les pouvoirs publics sont constants, sont permanents. Il y a une présence de tous les jours, exigeante, et depuis le mois d'avril, nous travaillons avec le gouvernement à l'élaboration d'un texte qui soit constitutionnel et qui en même temps puisse pénaliser la négation du génocide arménien. Alors on sait effectivement, il a été rappelé par le chef de l'État notamment qu'il fallait que ce texte soit inattaquable. Inattaquable parce alors est-ce que c'est ce qui explique le temps qu'il faut pour rédiger Il y a diverses interprétations. Il y a effectivement un fait, c'est que le texte a déjà été invalidé une première fois par le Conseil constitutionnel. Et donc, il est important, et d'ailleurs, le CCF a pris toutes les précautions nécessaires, s'entourant des juristes les plus avertis sur cette question, travaillant de manière transparente avec le gouvernement à l'écriture, à la rédaction d'un texte. Donc, sur ce point-là, le CCF est très très actif, très vigilant et en demande constante de la mise à l'ordre du jour d'un projet de loi, puisqu'il s'agit effectivement non pas d'une proposition de loi d'origine parlementaire, mais d'un projet de loi gouvernemental, et ce serait la première fois qu'en France, dans l'histoire des relations entre la République et la communauté arménienne, le gouvernement présente un projet de loi. Donc effectivement, pour répondre directement à votre question, la question est sensible, puisqu'il y a un vrai sujet constitutionnel qui semble être contourné, puisque nous travaillons, comme je vous l'ai dit, avec la chancellerie. L'ambassadeur de France en Arménie a fait la même déclaration en disant que l'obstacle constitutionnel avait été contourné. Il reste désormais à l'engagement du président de la République soit politiquement respecté, c'est-à-dire que le gouvernement l'inscrive à l'ordre du jour du Conseil des ministres, que le Parlement à l'ordre du jour des débats, et ensuite il faut faire le travail pour que le texte soit adopté et non pas invalidé par la suite par le Conseil constitutionnel. Mais alors, malheureusement, j'ai envie de dire, ça, ce sont des explications qui ont déjà été données. Nos auditeurs qui sont en train de nous écouter ce matin peuvent se dire, bon, mais concrètement, vous êtes peut-être plus dans le secret des dieux, vous pouvez avoir des informations sur une avancée bien réelle, mais officiellement, il n'y a rien à voir pour l'instant. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une volonté qui n'a pas été ébranlée, que les travaux se poursuivent, ou bon, on fait un peu patienter la communauté en attendant? Écoutez, moi je crois clairement que le gouvernement, le président de la République ont leur agenda dans cette affaire. Leur agenda, c'est de mettre la priorité sur d'autres choses visiblement
que la loi ou de donner droit aux revendications de la communauté arménienne. Les priorités de l'agenda, on l'a vu, c'est les relations économiques avec la Turquie. Oui, on va y venir. Et qui dit relations économiques avec la Turquie, malheureusement, ça a pour corollaire toutes les pressions que fait l'État turc sur les pouvoirs publics en ce qui concerne notamment la question arménienne, puisque comme vous le savez, la lutte contre les allégations de génocide fait partie des priorités de la politique étrangère de la Turquie. Donc on ne peut évidemment pas faire abstraction de cette dimension-là, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un certain nombre de communiqués du CCAF, qui s'est interrogé publiquement sur la nature de ces relations et leurs conséquences sur les revendications et les engagements de François Hollande à l'égard de la communauté arménienne. Donc voilà. Est-ce que je suis bien en face du micro là? Je sais pas, parce que il y a un nouveau dispositif. Non, c'est juste pour qu'on soit sûr de bien vous entendre, pour ne pas perdre une partie de votre intervention, que je vous faisais signe de vous rapprocher du micro, ce que nos auditeurs ne peuvent pas voir, donc ils ont dû se demander pourquoi cette remarque. Donc j'explique. Donc voilà, il y a cette dimension là. Et évidemment, on ne peut pas l'évacuer. Et évidemment, elle a fait l'objet à Marseille. D'ailleurs, récemment, il y a eu une émission de radio sur le sujet, d'un grand sentiment de frustration et de colère, également d'interrogation et de colère de la communauté arménienne, qui voit que entre la fin de mandat de Nicolas Sarkozy, où les relations étaient détestables avec l'État turc, et on avait mis véritablement une priorité sur la pénalisation du négationnisme, etc. Et maintenant, où effectivement on voit que François Hollande ne tient pas du tout ses promesses, aucun de ses engagements envers la communauté arménienne, et que parallèlement les relations sont au beau fixe avec la Turquie, et qu'il vient d'ouvrir même, la France vient de donner son feu vert à l'ouverture d'un chapitre supplémentaire pour l'ouverture des négociations avec la Turquie. On est passé entre la fin d'une mandature Sarkozy au début de notre mandature Hollande, de la lumière à l'obscurité. De la lumière à l'obscurité. Alors là, on est véritablement, aujourd'hui, dans une situation où, d'ailleurs, je pense que, évidemment, Mourad Papazian, qui est en face de moi, est conscient de cette situation. Il est dans la situation la plus difficile qu'il soit, puisque évidemment il prend le pouls de la communauté, il est témoin de nos discussions, il est témoin de nos frustrations, et il a le rôle très très difficile d'être premièrement un ami personnel de François Hollande, mais je crois que ça n'intervient pas dans cette dimension-là de l'affaire, et d'être dans une situation de go-between où il y a tous les coups à prendre, puisque effectivement dans ce genre de situation, c'est le messager qui prend. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'ensemble des forces arméniennes, et y compris celles représentées par Mourad Papazian, et qui est proche du Parti socialiste et qui est proche des autorités, sont dans la frustration. Alors peut-être qu'il le dit pas comme ça parce qu'il est tenu. On va voir. Je sais pas comment il va le dire. Comment il va le dire. Alors, mais il y a un vrai problème, il y a une vraie. Alors, Alain Toragnan, vous avez donné plein d'informations en même temps que j'aimerais bien qu'on détaille. Donc, on va revenir un petit peu sur la chronologie que vous avez résumée en quelques mots, la réouverture des négociations avec la Turquie, rapprochement entre Paris et Ankara. Alors justement, l'absence de progrès concernant la pénalisation de la négation du génocide, elle s'est doublée de ce que vient de rappeler Alain Toragnan, de ce rapprochement manifeste avec la Turquie. Alors en soi, on peut pas être étonné. Le président François Hollande n'a jamais caché qu'il n'était pas contre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Il était contre pour certains points, et il était contre une adhésion qui se ferait en passant sous silence un certain nombre de points. La question est de savoir si ces points sont rappelés. Si vous voulez, nous, en tant que citoyens français, on ne peut pas déplorer que la France, que les entreprises françaises signent des contrats. On ne peut que s'en réjouir. Ce qu'on ne veut pas, et ce qu'on est en train d'exprimer, c'est que les Arméniens soient les sacrifiés de Bien ces sûr. contrats, parce qu'il y a une pression d'État turc qui fait de la dimension politique du génocide et tout ce qui tourne autour
un élément, un critère dans la faisabilité, dans la signature ou non de ces contrats. C'est ce chantage absolument scandaleux, morbide, avec en arrière-fond de génocide, et qui nous ramène très très en arrière du point de vue de la défense des droits de l'homme, qui est totalement condamnable et scandaleux, et dont on a bien l'impression malheureusement qu'on fait les frais actuellement. Alors, ce qui peut étonner, c'est que la France ait fait preuve d'une volonté d'assouplissement, on va dire, parce que l'Allemagne était clairement hostile à la réouverture des négociations entre l'Europe et la Turquie. Finalement, si les chapitres ont pu être de nouveau ouverts, c'est parce que la France n'a pas marqué une opposition aussi forte que celle du président Sarkozy, que celle sous l'ère Sarkozy. On peut aussi s'interroger sur le fait que cet assouplissement intervienne au moment où les droits de l'homme sont violés en Turquie. Au printemps dernier, on se souvient de la répression des manifestations place Taksim. On aurait pu se dire qu'à la faveur de ces violations des droits de l'homme, la France aurait pu marquer le pas de nouveau. Alors on s'interroge. Ada Toranian l'a rappelé, votre position est peut-être délicate, Mourad Papazian. Elle n'est absolument pas délicate. D'abord, je voudrais vous rappeler que les négociations n'ont jamais été rompues entre la Turquie et l'Union européenne. Elles ont été ralenties. Il y a eu une pause à un moment donné. Un chapitre a été ouvert il y a 1 an. Donc les négociations durent depuis plus de 50 ans. Donc en réalité, elles n'ont jamais été rompues. En tout cas, longueur. Dans cette dernière période. Je veux juste clarifier sur la position qui est la mienne. J'ai effectivement des relations avec le président de la République en tant que représentant de la FRA depuis une 15aine d'années. D'accord. Les relations, Ada Toranian en est témoin, n'ont pas toujours été au beau fixe avec François Hollande, puisque en 2003-2004, lorsque nous souhaitions que le Parti socialiste porte effectivement notre propos sur la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, on s'est heurté à un moment donné à une fin de non-recevoir. Il a fallu qu'on puisse discuter, négocier, avoir des relations un peu compliquées pour aboutir effectivement à une position ajustée sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne sous condition effectivement que les critères de Copenhague soient respectés. Et François Hollande a rajouté lui-même la question de la reconnaissance préalable du génocide arménien. Pour nous, c'est quelque chose de majeur. C'est la première fois, effectivement, qu'un président de la République exprime ce sujet-là et fait preuve d'exigence tout en positionnant son mandat vers une relance des relations avec la Turquie, en indiquant préalablement qu'il n'est pas question pour lui de renoncer à ses engagements. Donc là, on est quand même dans une espèce d'équation politiquement difficile, c'est-à-dire respecter ses engagements vers la communauté arménienne, tout en relançant les relations politiques, commerciales, économiques, etc., avec la Turquie. C'est la position du président de la République. Moi, je suis effectivement pas forcément un ami personnel du président de la République, mais avec qui j'ai entretenu des relations. J'ai été engagé dans sa campagne, j'ai fait sa campagne des primaires. Le Tashnak Soutioun s'est engagé, effectivement, a soutenu François Hollande. Et je vais vous dire quelque chose. On n'a aucun problème avec ça. C'est-à-dire que demain, si le président de la République devait ne pas respecter ses engagements, nous serions les premiers à descendre dans la rue. Et il le sait. Il connaît notre niveau d'exigence. Aujourd'hui, nous sommes effectivement les soutiens du président de la République dans la communauté arménienne, les premiers soutiens, mais demain, nous serions les premiers opposants au président de la République s'il devait ne pas respecter ses engagements. Alors nous travaillons effectivement parce que sur l'ensemble des dossiers que vous avez cités en préambule, il y a un État en face, voire même 2, avec l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui ont les moyens de faire des pressions extraordinaires. C'est vrai. D'accord ? Des pressions commerciales, des pressions de marché, des pressions économiques, etc., avec des perspectives qu'on n'offre pas à la France. Cela étant, il y a dans cette affaire-là un intérêt de la Turquie aussi à développer ses relations avec la France, puisque des États comme la France participent à la création de nombreux emplois en Turquie et participent également au développement de l'économie turque. Donc c'est pas à sens unique cette histoire. D'accord. Donc nous, dans le cadre effectivement du CCAF, nous sommes très présents parce que on est effectivement dans l'expression d'un rapport de force. On doit peser pour faire valoir nos revendications, même s'il y a des engagements. On doit tout mettre en œuvre pour que ces engagements soient tenus. Moi, j'ai la conviction qu'il les tiendra. J'ai la conviction
qu'il les tiendra. Mais je comprends effectivement que la communauté arménienne soit frustrée, sceptique, en colère, inquiète, désabusée. Je comprends le discours exprimé par Allah, qui me pose aucun problème. Je comprends tout ça. Ma conviction profonde, c'est que les engagements seront tenus. Le texte de loi sera à l'ordre du jour du Conseil des ministres et des assemblées, qu'il sera voté, en espérant que le Conseil constitutionnel ne l'invalide pas une seconde fois. Là, on peut pas avoir d'assurance, c'est très compliqué. Donc, mais le fait que ce soit un projet de loi renforce la sécurité juridique du texte. Donc, j'ai la conviction qu'il le fera. Il a 2014 pour le faire. Voilà, il a une deadline à 2014 parce qu'on est dans le cadre de la transposition d'une décision cadre de l'Union européenne. Si fin 2014, ce texte-là n'est pas adopté, la France est en risque et doit régler 10 millions d'euros par mois à l'Union européenne. Mais le texte peut être adopté sans que la question de la pénalisation de la négation du génocide arménien soit incluse. Oui. Parce qu'il y a eu une réserve qui a été introduite en 2008, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, par la France, indiquant que ne pouvait être pénalisée la négation des génocides que lorsqu'ils étaient reconnus par un tribunal international. Cette réserve ne figure pas dans le texte d'origine, dans la décision cadre originelle. Donc, la première chose qui est demandée au gouvernement français, c'est de lever cette réserve. Et le président de la République s'est engagé à lever cette réserve. Alors maintenant, il faut faire tout ça. Il faut qu'il lève la réserve. Ça fait beaucoup d'étapes, hein. Bien sûr, c'est un processus difficile, long, complexe, et à la fin, on a toujours le risque de la sanction du Conseil constitutionnel. A priori, si toutes les étapes que vous venez de dresser sont suivies et que la réserve est levée, que la loi cadre est transposée en loi de la République française, il ne devrait pas y avoir d'anticonstitutionnalité recevable, puisque ce serait un texte qui rentre dans le cadre de la loi française. Il n'y a jamais de certitude dans ce domaine, mais on a travaillé effectivement... Mais là, ce serait éminemment une objection politique, alors comme ça avait été le cas l'an dernier. Exactement. Bon, on reviendrait donc à une opposition qui serait difficile à combattre si le Conseil constitutionnel s'est donné pour mission de combattre cette loi, mais on n'en est pas là. Concrètement, ça va se faire, mais... Vous le disiez, je comprends l'impatience, la colère, la frustration de la communauté arménienne de France. Alors, comment lui donner les moyens d'exprimer cette frustration et cette colère ? Nous sommes les premiers en colère, les premiers impatients, les premiers frustrés, nous qui sommes sur le terrain au quotidien, au jour le jour. Mais effectivement, il faut jamais se décourager, il faut toujours continuer à travailler effectivement pour obtenir les résultats. Alors, comment lui donner les moyens de s'exprimer et de faire entendre son mal-être ? Je ne sais pas si... moi, je n'ai pas la même conviction que Mourad Papazian. Et de toute manière, je pense que la question n'est plus, au moment où on parle, une affaire de conviction. C'est effectivement maintenant, en regard des événements qui se sont produits, à savoir qu'il y a eu, depuis un an et demi, tout pour la Turquie, depuis le début même du mandat de François Hollande, avec les déclarations le 5 juillet 2012 de Laurent Fabius quand il recevait Davutoglu et qui déjà avait mis en cause la faisabilité de la loi de pénalisation du négationnisme, jusqu'à l'ouverture d'un nouveau chapitre de négociation avec la Turquie pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Il y a eu toute une série d'événements qui montrent qu'il y a eu tout pour la Turquie, on a tout donné pour la Turquie dans cette affaire, et on n'a rien donné à la communauté arménienne. C'est tout pour Ankara, rien pour les droits de l'homme. Et c'est un vrai problème, évidemment, pour nous. C'est un problème aussi de fonctionnement démocratique. La démocratie, on le sait, c'est le marché et les droits de l'homme. Dans cette affaire-là, c'est 100% le marché, 0% les droits de l'homme. Et effectivement, on n'est plus au niveau de la conviction. Maintenant, la question est de savoir comment on va se donner les moyens, effectivement, de se faire entendre, de renverser la situation, de renverser peut-être le rapport de force et le rapport d'influence, parce que en procédant de la sorte, les autorités françaises coupent le lien politique,
coupe la dimension politique et la liaison politique avec la communauté arménienne. Et s'il coupe la liaison et le rapport politique avec la communauté arménienne, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme recours? Est-ce qu'ils sont à nouveau en train de pousser les Arméniens au désespoir, comme ils l'étaient il y a quelques décennies, où il n'y avait pas d'issue politique, où ils étaient broyés face à un rapport de force qui était totalement défavorable, avec un État négationniste, avec un État forisson qui achète des Airbus et qui, à ce prix-là, essaye de continuer l'œuvre d'extermination des Arméniens par des moyens politiques? Est-ce qu'on est à nouveau dans cette situation? Alors, on veut bien sûr croire que non, mais pour l'instant, si on se réfère aux grands principes et du parti de Jaurès, mais malheureusement, quand on les voit à l'œuvre, et pas seulement, hélas, sur la question arménienne, mais sur toute une série d'autres questions, c'est des renoncements, ils vont de renoncement en renoncement. Et la difficulté, ça c'est un problème qui est plus général et qui ne concerne pas seulement François Hollande, qui est inhérent à la social-démocratie, c'est que bien souvent, elle vient au pouvoir pour faire ce que la droite ne peut pas faire, parce qu'en face d'elle, effectivement, elle n'a pas de contre-pouvoir sur les questions de droits de l'homme, etc. Et on est dans une gestion cynique des affaires, et on ne fera pas, nous, les frais de cette question cynique des affaires. Et d'ailleurs, on a eu un conseil national avec Mourad, et l'ensemble de nos représentants à Paris, à Lyon, à Marseille, il y a une semaine, où un certain nombre de décisions ont été prises, notamment en ce qui concerne le retour dans la rue, le retour dans les manifestations de la communauté arménienne de France. Alors les droits de l'homme, Arat Oranian, ça ne concerne pas que la question arménienne en Turquie. On aurait pu s'attendre aussi à ce qu'il y ait une mobilisation plus importante de la société civile française suite à la répression des manifestations de la place Taksim. On assiste quand même à une certaine indifférence concernant la situation des droits de l'homme en Turquie, alors que la situation est dramatique, qu'il y a eu des journalistes emprisonnés, des journalistes tués, des militants des droits de l'homme arrêtés. On peut s'interroger aussi sur l'état d'esprit général. Toute l'attention française est focalisée sur la Syrie, vous le savez bien. Peut-être, mais non, je trouve que pendant toute cette période-là, sincèrement, les médias français ont joué leur rôle. Les médias, oui, mais l'opinion. C'est-à-dire que les médias font une partie d'opinion. Oui. C'est-à-dire que, franchement, il y a eu que des papiers critiques sur la manière sur le pouvoir, l'autocratie d'Erdogan, sur sa manière de réprimer les manifestations, de gérer cette crise, etc. Je pense que pendant toute cette période, la Turquie a été assez noircie par les médias français. Par les médias français. Oui. Mais quand je parlais de l'opinion publique, c'est parce qu'on a l'impression que l'État français n'a pas été confronté à une prise de conscience. Le résultat, là, vous venez de prononcer un mot qui est très important pour nous, c'est le mot de l'opinion publique. Le résultat aujourd'hui, c'est que plus de 70% de l'opinion publique en France est opposée à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. D'accord. Et l'affaire de la place Taksim a joué un rôle important parce qu'en fait, l'opinion publique française a un regard assez éloigné sur le pouvoir en Turquie, le système politique, la pratique politique en Turquie. Et là, en fait, ils ont été au cœur. En fait, ils ont vu de quelle manière, effectivement, cette démocratie n'était pas une démocratie privative de liberté, et que Erdogan en faisait un pouvoir personnel, qu'il voulait être l'Atatürk du XXIe siècle, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est clair, l'opinion publique française a une image très 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 défavorable de la Turquie et du système en Turquie, et ça se traduit par une opposition à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Il y a eu, mais pour répondre aussi à votre question, il y a eu un article assez intéressant dans Le Monde il y a 2 jours qui qui décrivait comment la France est totalement en porte-à-faux par rapport au processus en cours en Turquie. Alors que quand il y a eu une libéralisation de la Turquie avec une espèce d'ouverture démocratique et une ouverture sur les minorités qui a été un peu l'âge d'or de l'AKP, eh bien, on était dans une relation d'hostilité avec la Turquie, pas de relation avec la Turquie. Aujourd'hui, que l'AKP et la Turquie jettent le masque et montrent le visage d'un État répressif fermé, c'est à ce moment-là que la gauche au pouvoir choisit d'aller de donner au président de la République française la possibilité de faire une visite officielle, la première depuis 20 ans, à Ankara. Donc là, il y a vraiment un décalage et on est dans une espèce de situation absurde du point de vue même de la logique politique. Alors,
concrètement, vous avez dit qu'il a été décidé de reprendre la mobilisation populaire, de reprendre les manifestations de rue pour bien faire comprendre que... On a besoin de retourner dans la rue, effectivement, parce qu'on sent qu'il est nécessaire de rappeler aux autorités l'importance des combats que nous menons. Et de rappeler aux autorités qui pourraient croire qu'il y a un certain engourdissement de la communauté, que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ils le savent, ce n'est pas le cas, et donc nous avons besoin de reprendre l'offensive sur ce terrain-là, sur la question de la loi pénalisant la négation du génocide arménien pour que le processus s'accélère, mais également sur la question de l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. Et à la veille du voyage officiel du président de la République en Turquie, donc les 27 et 28 janvier, le dimanche, le CCAF organise une manifestation à 15h à la place des droits de l'homme au Trocadéro, d'accord, pour exprimer son opposition à l'entrée de cette Turquie dans l'Union européenne et rappeler au président de la République française qu'il doit être à l'écoute de la volonté de ses électeurs et des citoyens français. Il est important qu'à la veille d'un voyage compliqué, complexe, pour le président de la République, qui doit osciller entre le respect de ses engagements et puis une certaine pratique, diplomatique et politique, de développement économique. On attend de lui, au cours de ce voyage, une posture qui soit une posture d'un grand chef d'État. D'accord. Alors, en quoi un rassemblement un dimanche après-midi à 15h, place du Trocadéro, peut avoir un impact médiatique, politique ? Écoutez, premièrement, ça ne va pas être seulement à Paris, place du Trocadéro, mais partout où il y aura des communautés où il y a des communautés arméniennes, on appelle à la mobilisation. Il y aura des rassemblements ou la veille ou le même jour. Il y aura également des rassemblements à Lyon, à Marseille, dans d'autres villes de province, peut-être à Strasbourg, à Montpellier. Nous verrons devant les préfectures pour signaler et pour faire connaître notre refus de l'entrée de cette Turquie dans l'Europe. Je vous pose la question parce qu'elle revient régulièrement dans le choix des lieux de manifestation. Les auditeurs pourraient appeler en disant Trocadéro, est-ce que c'est l'endroit le plus judicieux pour alerter l'opinion publique ? Oui, parce qu'on se situe sur le terrain des droits de l'homme. Oui. Et ce faisant, et c'est le parvis des droits de l'homme, et ce faisant, notre intention est bien de nous situer aux avant-postes de ce refus citoyen français de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. C'est comme ça que nous envisageons les choses. Alors justement, est-ce que cette manifestation va être suivie par d'autres organisations ? Puisque là, on est sur le terrain des droits de l'homme, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, ça ne concerne pas que la communauté arménienne. Il y a plusieurs volets dans cette affaire. Bien sûr. Est-ce que d'autres associations répondent aussi, sont sensibilisées à cette question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne ? Bien sûr, on a pris ces décisions il y a une semaine au cours du Conseil national du CCF parce qu'il nous semblait important. Le voyage du président de la République est important en Turquie. Il comporte des risques et des opportunités en réalité, les deux à la fois. C'est-à-dire le risque, effectivement, c'est que au cours de ce voyage, on privilégie totalement les questions de relations économiques, commerciales, etc. Les opportunités, c'est que François Hollande, président de la République française, qui a décidé de redévelopper les relations avec la Turquie, mais qui en même temps a une relation assez privilégiée avec la communauté arménienne, puisse jouer un rôle pour faire avancer les choses. Et donc, c'est important pour nous d'avoir l'accès à un président de la République qui peut avoir cette relation entre les deux parties, en réalité. Et donc, on attend de ce voyage, je le disais tout à l'heure, que le président de la République ait une posture de grand chef d'État. C'est-à-dire que ce qu'il a fait en Israël, en réalité, il peut le faire certes différemment en Turquie. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on peut attendre de lui certains gestes en Turquie. Notamment celui d'aller s'agenouiller sur la tombe de Hrant Dink. C'est un geste, c'est un symbole. Ce serait fort. Effectivement un symbole très fort. Ce serait un symbole fort. Mais est-ce que un symbole fort... Il peut y en avoir d'autres. Il aura le choix des symboles. Il peut avoir le choix de ses propres symboles. Ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas un voyage qui soit à 100%.
commerciale, économique, etc. Et pro-turc. Donc il est important, alors peut-être avant le voyage, peut-être pendant, peut-être après, mais en tout cas c'est lui qui choisira, mais qui a un équilibre dans cette affaire des relations avec la Turquie. Comme l'a dit Ada tout à l'heure, on ne peut pas empêcher un État d'avoir des relations avec un autre État, d'accord ? Simplement, comme il l'a dit lui-même, comme il nous l'a écrit lui-même, il doit respecter ses engagements en faveur des Arméniens. Ce qu'on peut empêcher, en revanche, c'est qu'un État étranger, on peut l'empêcher, nous, en tant que citoyens français, tente de dicter, non seulement nous, on n'a pas la prétention de dicter sa diplomatie à la France. Ce qu'il y a de scandaleux, c'est que la Turquie entend s'immiscer dans la manière que la France a de légiférer sur la question des droits de l'homme à travers ses relations commerciales. Et là, c'est une atteinte non seulement à la communauté arménienne, mais c'est une atteinte à l'indépendance nationale et au bon fonctionnement démocratique de notre pays, parce que cette intervention, ces ingérences permanentes, ça apporte un nom, ça s'appelle la corruption, et c'est ce virus et ce fléau qui est en train d'instiller et d'instaurer la Turquie dans ses relations économiques avec un État comme la France. Et là, cette situation-là, ce travers-là, ce fléau, on a pour devoir de le dénoncer et d'alerter l'ensemble des forces démocratiques et de progrès de ce pays sur cette situation. Quand on est dans notre hostilité à l'entrée de la Turquie dans l'Europe, on se situe bien entendu comme citoyen arménien par rapport à la question génocidaire, mais on se situe également comme citoyen tout court en ce qui concerne la question des droits de l'homme. Et cette liaison-là, on doit pouvoir l'établir avec l'ensemble des forces démocratiques qui ont des réserves sur l'entrée de cet État en France. Par ailleurs, d'autant plus que les fameux contrats qu'essaye de faire miroiter la Turquie sont pour le moins sujets à caution. Quand on connaît la situation économique réelle de ce pays qu'on a fait rentrer au G20, qui achète à tour de bras et qui signe à tour de bras des contrats des centrales nucléaires, etc., mais dont la solvabilité est quand même mise en cause de plus en plus par un certain nombre d'économistes. En particulier, il y a eu des articles dans le Wall Street Journal qui se demandaient si la Turquie n'allait pas devenir la prochaine Grèce, compte tenu de sa dette extérieure. Erdogan, il y a un an, au moment des événements de la place Taksim, avait réuni ses troupes et leur avait fait un discours en leur indiquant que la Turquie avait remboursé 24 milliards d'euros au FMI, une dette qui existait quand il a pris le pouvoir et qui n'existe plus aujourd'hui. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que dans la même période, la Turquie a emprunté 340 milliards d'euros à des débiteurs plus ou moins identifiés qui se situeraient notamment du côté du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Mais jusqu'à quand cette cavalerie turque qui est quand même où c'est quand même la réalité d'un pays où il y a une très grande partie de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, en particulier dans l'Est et dans l'Anatolie, jusqu'à quand cette cavalerie de l'économie turque et cette espèce de miroir aux alouettes dans lequel tombe un certain nombre de pays va-t-il fonctionner? En tous les cas, nous, on s'est tu jusqu'à maintenant, on avait bien conscience, on a voulu laisser les autorités, le gouvernement agir, on avait bien conscience qu'il avait son agenda. Maintenant, notre volonté, c'est de reprendre la main et de reprendre l'offensive. Alors justement, les arguments ne manquent pas contre la Turquie. Situation économique, situation politique, situation des droits de l'homme. On se souvient quand même qu'il y a quelques temps de cela, vous disiez que les négociations ne se sont jamais interrompues entre l'Union européenne et la Turquie. C'est vrai, mais malgré tout, elles avaient atteint un tel stade de blocage, l'impasse dans laquelle elles se trouvaient, elle fait quand même dire aux dirigeants turcs que bon, c'est bon, on sait que ça ne se fera jamais. Donc nous, on a décidé que on voulait plus de vous et on légifère comme on le souhaite et on dirige notre pays comme on l'entend, c'est-à-dire en bafouant les droits de l'homme. Si on le veut, personne ne pourra nous gronder puisque on ne veut plus de nous dans l'Union européenne. Donc les arguments ne manquent pas pour rappeler aux autorités françaises que la Turquie avec laquelle on reprend le contact, vers laquelle on se tourne, est un État qui a un lourd passif, puisque la situation s'est aggravée depuis quelques années.
Comment on peut faire passer ce message ? Le message, il est passé. Ils le savent bien mieux que vous et moi, Asmi. On imagine. Ils le savent bien mieux que vous et moi. Ils connaissent tous les travers de la Turquie, effectivement, bien mieux. Il y a des équipes sur place, des équipes diplomatiques qui sillonnent le pays tout le temps sur place. Ils savent très bien tout ça. Alors pourquoi ? Simplement, juste, c'est par un processus ouvert qu'on peut faire pression sur un État. C'est pas par un processus fermé. Bien sûr. C'est un État ami qui peut faire pression sur un État ami, faire progresser cet État-là. C'est la raison pour laquelle on dit que nous sommes contre l'entrée de cette Turquie dans l'Union européenne, parce qu'il faut que la Turquie progresse. Il faut que la Turquie progresse sur la question des droits de l'homme, pour elle-même, sur la question de la démocratie, sur la question même de la pratique de l'économie, sur la question effectivement de Chypre, des Kurdes, de ces minorités, du génocide arménien. Les sujets effectivement ne manquent pas. Mais aujourd'hui, on se rend compte que il y a possibilité, il y a des marges de manœuvre, parce que dans la société civile turque elle-même, les choses sont en train de bouger. Et que en Turquie même, les opposants, les droits de l'hommistes, les minorités, les Arméniens font bouger la situation. Et ça, le gouvernement français doit être sensible effectivement à cette évolution. Et c'est la raison pour laquelle je disais que la préparation du voyage du président de la République française en Turquie va être assez complexe, parce que effectivement, il ne serait compris par personne, y compris par nous-mêmes, y compris par moi-même, y compris par le parti que je représente au sein du CCAF, la FRA, que le président de la République aille en Turquie faire un voyage ami-ami uniquement. Alors d'ici ce voyage qui va avoir lieu fin janvier, la veille, une manifestation à Paris, mais on a envie de dire, on fait pas monter la pression, il n'y a pas plusieurs actions qui vont jalonner les préparatifs de ce déplacement pour dire attention. Il va être encadré ce voyage par ces manifestations, et également tout de suite derrière par un dîner que le CCF va organiser le 29 janvier dans les salons Hoche, avec pour inviter des représentants des différents courants politiques et également de l'État. Et ça sera aussi des médias, des personnalités du monde des arts, du spectacle, des associations de droits de l'homme, etc. Et ça sera également, bien sûr, ce dîner du CCAF, une tribune qui viendra tout de suite après le voyage de François Hollande pour commenter ce qui va se passer. Donc plutôt dans l'après que dans l'avant. Alors on a un dispositif d'encadrement. Vous savez, et on a l'intention claire de réussir cette mobilisation la veille, de réussir ce dîner, et à partir de là, de se donner les moyens d'être entendu. Maintenant, ce n'est pas l'horizon indépassable de notre mobilisation. C'est un début. Après une phase de latence, après une phase d'attente où on a laissé faire les choses parce que on sait aussi qu'on est dans un pays en crise, on sait qu'on n'est pas la priorité des priorités, même si pour nous, évidemment, la priorité, ce sont nos affaires. Donc on a été gentil, on a été calme, on a entendu, on a regardé. Comme je vous dis, les choses sont en train de changer. Mais on est en même temps jamais resté inactif. Oui. En même temps, c'est-à-dire on n'a jamais été que dans une position d'observation. On n'a jamais été inactif. Par exemple, dans le processus de travail sur le texte, on n'a jamais connu ça. Oui. Donc on a eu un travail hebdomadaire jusqu'à fin juillet sur la rédaction du texte avec nos spécialistes qui ont eu accès aux spécialistes du ministère de la Justice, etc. Alors on n'est pas que dans l'après, on n'est pas uniquement que dans l'encadrement immédiat. On est dans un travail de fond, de relations politiques. Je parlais juste pour la mobilisation populaire, quand je vous demandais s'il y avait d'autres actions qui pouvaient être entreprises pour apporter un peu de... montrer qu'il y a une montée en puissance du mouvement. Je crois que les médias s'expriment. Je crois qu'on a une communauté arménienne qui a des médias, et ces médias se sont exprimés à Paris, à Lyon, à Marseille sur cette situation, et on se sont fait les échos du mécontentement, de la colère
de la communauté arménienne. Donc on est passé du stade de l'écrit, du stade théorique et rhétorique, je vous dis, on est en train de passer à celui de la rue, et puis également en donnant un coup d'accélérateur à notre action politique à travers le dîner du CCAF. Et on s'inscrit aussi, parce que ce n'est pas la seule chose, on s'inscrit aussi bien sûr dans la perspective des commémorations et de l'année 2015, et là va se situer la véritable montée en puissance avec la mobilisation de l'ensemble de la communauté arménienne, que ce soit celle du monde associatif ou simplement aussi des personnalités du monde civil, etc. On y reviendra si vous voulez après. Alors je voudrais juste faire une parenthèse pour dire à nos auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre et poser des questions à nos invités, réagir, apporter leurs commentaires en appelant le 01 43 53 20 74. Dès maintenant, vous pouvez apporter votre contribution à ce débat. Alors, question concernant la Turquie, toujours, qui fait preuve d'une certaine mansuétude, on va dire, à l'égard de l'Arménie maintenant, et qui réaffirme sa volonté de nouer des relations, de normaliser ces relations, qui ne cesse de le répéter. Et il s'agit quand même d'un discours qui donne à croire que la Turquie est un pays magnanime qui tend la main à son voisin, parce que de l'autre côté, la Turquie ne réagit pas, préfère ne même pas commenter. L'Arménie ne réagit pas, préférant peut-être ne même pas commenter ces appels à la normalisation, compte tenu des critères, des conditions clairement posées désormais par la Turquie, qui pose la réouverture, qui lie la réouverture de la frontière à l'abandon de l'indépendance du Haut-Karabakh. Alors, est-ce que il y a aussi un rôle à jouer en France par la communauté arménienne de France pour accompagner l'Arménie face à cette offensive médiatique de charme, on va dire, de la Turquie? Le centenaire du génocide arménien doit véritablement être une étape. Il doit y avoir un avant et un après 100e anniversaire du génocide arménien. Et cette question des négociations entre les deux États dans le but de normaliser les relations, ouvrir un processus de résolution du conflit pour arriver à une réconciliation est capitale. C'est quelque chose de capital. Simplement, ça ne doit pas se faire de la manière dont les choses se sont faites dans le passé, avec les différentes initiatives, le TARC aux États-Unis, le FRAT en France, les protocoles à Zurich. Donc, il doit y avoir une véritable prise en compte des problèmes qui sont posés, et puis une véritable volonté des deux côtés pour régler ces problèmes. On voit aujourd'hui que la Turquie veut faire juste de la publicité autour de ce pseudo-processus de normalisation qu'elle souhaiterait à un moment donné instaurer avec l'Arménie. On se rend compte que les conditions qu'elle pose sont tellement inacceptables que le processus est mort-né en réalité. C'est la raison pour laquelle l'Arménie a bien raison de ne même pas commenter ce processus. Il n'y a pas de volonté, je trouve, aujourd'hui. Mais vis-à-vis de François Hollande, par exemple. En janvier, il va arriver à Ankara. La Turquie va lui dire, mais regardez, ça fait partie de la feuille de route de la politique étrangère de la Turquie. C'est ce que je voulais vous dire. Pardon, mais là, mais je pense que François Hollande est très, au fait de cette question-là. On en a discuté avec lui assez régulièrement. Il n'y a aucune naïveté de la part de l'État français sur les intentions de la Turquie concernant ce processus de normalisation, et donc la France ne sera pas trompée par la Turquie sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, Ala Toranian. Il y a effectivement une dimension qu'on ne maîtrise pas depuis la diaspora, depuis Paris. C'est celle de la relation entre Ankara et Yerevan et Bakou. On sait qu'il y a eu une rencontre récente entre le président Sarkissian et le président Aliyev, où il a été question d'après ce qu'on en dit dans la presse arménienne de ces derniers jours, de restitution d'un certain nombre de districts du Karabakh à l'Azerbaïdjan. Est-ce que dans cette articulation-là, ça ne va pas débloquer le dialogue entre Yerevan et Ankara? En tous les cas, il y a des déclarations du ministre des Affaires étrangères turc
en ce sens, en tous les cas, qui laisse penser qu'il y a peut-être des évolutions de ce côté-là. Et ça ne serait pas totalement étonnant, compte tenu qu'il y a une implication de la Russie forte également dans la région en ce moment. Il y a une implication des États-Unis qui est également très très forte, et il y a une volonté turque nette de désamorcer 2015, d'amortir le coup, et dans cette dimension-là, avec cette perspective-là, on peut effectivement s'attendre, il faut être vigilant à des coups fourrés qui pourraient altérer et nuire à nos intérêts et à la dimension que nous on veut apporter à ces cérémonies. Donc il va falloir être effectivement vigilant. Parce qu'il là aussi il y a des énormes pressions, d'énormes contraintes, d'énormes enjeux. Et voilà, donc il faudra regarder comment les choses vont évoluer, sans faire pour autant des procès d'intention aux uns et aux autres avant. Mais c'est vrai que la situation, elle revêt quelque chose d'un petit peu qui nécessite notre vigilance la plus grande. Alors 01 43 53 20 74, le numéro de téléphone que nos auditeurs peuvent composer pour se joindre à cette émission. On va peut-être laisser temporairement de côté ce dossier France-Turquie, ce voyage que François Hollande va effectuer en Turquie fin janvier. Nous reviendrons bien sûr sur la mobilisation qui va être menée en parallèle pour rappeler les engagements pris envers la communauté arménienne de France et les attentes de cette communauté. Nous aurons l'occasion d'en reparler durant d'autres émissions. Je voudrais maintenant qu'on parle du volet 2015. Vous l'avez abordé. Alors, où en sont les préparatifs des commémorations du 100e anniversaire du génocide de 1915, qui dépassent évidemment la commémoration, puisqu'il s'agit encore d'une revendication. Les dossiers ne manquent pas. Vous l'avez dit à l'instant, c'est à l'horizon de 2015 qu'il faut réfléchir à la situation actuelle. Et les pressions de la Turquie vont aller grandissantes. Dans la feuille de route, quand le ministre turc des Affaires étrangères a présenté sa feuille de route pour 2014, il a également annoncé que tout est mis en œuvre pour 2015. Sous-entendu, tout est mis en œuvre pour contrer les actions qui seront entreprises. Tout est mis en œuvre également de notre côté et dans le monde entier pour 2015, pour marquer le 100e anniversaire du génocide arménien, avec un objectif précis, c'est celui de passer une étape et de contraindre, de sensibiliser, d'obliger la Turquie à un moment donné à faire le pas qu'elle aurait dû faire depuis longtemps, à savoir reconnaître le génocide arménien. Donc il y a autour d'organisations, des commémorations, des initiatives de 2015, beaucoup d'initiatives qui sont tournées vers l'opinion publique française, vers le monde intellectuel, vers les médias, vers les étudiants, vers toute cette société dans laquelle nous sommes totalement intégrés, dans laquelle nous vivons et qui, participe à la communication sur la nécessaire reconnaissance du génocide arménien par la Turquie, la nécessité d'intégrer ce discours et cette démarche de paix et de réconciliation, mais qui passe d'abord par la reconnaissance de la vérité historique et pour certains sa réparation. Le processus de réparation est également un des volets importants de 2015 et de l'après 2015. La Turquie doit effectivement faire face à ses propres responsabilités et je pense que avec tout ce qui sera mis en œuvre en 2015 et dans le monde entier, si la Turquie devait rester sur sa position actuelle du refus total de reconnaître cette vérité historique, elle risquerait d'être assez disqualifiée dans l'opinion publique parce que 2015, ça va vraiment être l'année de l'expression de l'opinion publique. Et d'ailleurs, 2015, pour nous, commence en 2014. Puisque les programmes commencent dès février 2014 pour
ensuite arriver avec une montée en puissance en 2015. Alors, est-ce qu'on peut être un peu plus concret pour nos auditeurs et leur laisser entrevoir quelques-unes des actions majeures qui pourraient être entreprises? Est-ce qu'un programme a déjà été un peu affiné, arrêté? Oui, écoutez, je vais vous dire, le moment n'est pas venu de dévoiler notre programme. On le fera en temps utile. Pour des raisons stratégiques aussi. Pour des raisons aussi, également stratégiques. Vous savez que la Turquie, elle aussi, est à la manœuvre pour 2015. Quand je dis la Turquie, c'est les autorités turques, parce que Dieu merci et heureusement, il y a aussi en Turquie des forces démocratiques, des intellectuels, des mouvements de droits de l'homme qui se battent et qui prennent tous les risques pour faire évoluer la situation dans leur pays. Mais en ce qui concerne les autorités turques, elles sont totalement à la manœuvre. Il y a eu des déclarations claires d'un certain nombre de ministres en disant qu'il fallait faire obstacle dès maintenant et faire barrage aux revendications, aux prétentions arméniennes en 2015. Il y a les plans en sous-main dans les coulisses au niveau diplomatique en ce qui concerne Gallipoli en particulier, qu'on veut mettre en opposition la bataille de Gallipoli, qu'on veut mettre en opposition et en concurrence avec le 24 avril 2015. Vous savez que il y a un projet plus ou moins dit de faire venir à Yerevan le 24 avril au Dizana Gapert un certain nombre de représentants d'État, Premier ministre, président, et on sait que la Turquie, depuis 1 an, 2 ans, agit auprès de ces mêmes États pour qu'ils viennent non pas à Yerevan le 24 avril 2015, mais en Turquie, à Istanbul, au motif de la bataille de Gallipoli, qui a eu lieu en réalité le 25 avril, et toutes les commémorations autour de cette bataille à laquelle avaient participé notamment les forces du Royaume-Uni avaient lieu le 24 avril, et au motif que c'est le 100e anniversaire, et que donc c'est un événement exceptionnel, les autorités turques ont décidé de commémorer cet événement sur 48 heures, en 2 jours. Et au lieu de faire le 25 et 26 avril, ils le font le 24 et le 25. Donc, vous voyez jusqu'où... L'occasion était trop belle. Oui, non mais vous voyez jusqu'où ces gens-là ont le sens de l'anticipation et quel est leur degré de perversité par rapport dans leur approche par rapport à ce qui est quand même un génocide. Donc, s'il y a des forces en Turquie qui aujourd'hui, et des démocrates, des individus qui aujourd'hui demandent à leur État, demandent à leurs autorités de reconnaître le génocide de 1915, il y a au niveau du gouvernement, parmi les dirigeants, des gens qui sont quand même dans cette optique totalement anti-arménienne et qui est incroyable du point de vue de la morale en politique, parce que c'est vraiment des manœuvres pourries. Cette bataille de Gallipoli, ça veut dire que dans chaque pays, les communautés arméniennes doivent se battre pour informer leurs dirigeants que commémorer cette bataille de Gallipoli, cela revient à passer sous silence l'événement majeur du 24 avril 1915, donc à bien veiller à ce que l'information passe. Est-ce que dès maintenant, il y a des actions qui sont entreprises aussi au niveau de l'État français? Ça fait à peu près 1 an qu'on a passé les messages, déjà, au plus haut niveau de l'État. On l'a répété à plusieurs reprises. On a même prévenu l'Australie, on a envoyé des messages aux autorités australiennes et néo-zélandaises, on a envoyé des lettres, le CCF a envoyé des lettres à l'ambassade d'Australie et de Nouvelle-Zélande en France pour attirer leur attention sur les manœuvres qui étaient en cours. Et ça commence à porter ses fruits visiblement en Australie, puisque un négationniste américain notoire, un professeur américain qui devait faire une série de conférences dans des sites prestigieux australiens, a été interdit de prise de parole en public. Donc on voit qu'il y a une sensibilisation qui se fait, et c'est positif, sûr, il faut le signaler. Et en réalité, comme tout à l'heure je vous disais, il y aura l'avant et l'après centenaire du génocide arménien, avec tout ce qui se prépare d'intellectuels, d'académiques, de médiatiques, d'objectifs en réalité, de démarches objectives pour 2015. Les négationnistes, après 2015, seront isolés, pointés du doigt. La Turquie, les efforts de la Turquie négationniste seront annihilés parce qu'il y aura eu un tel déferlement
d'information, de communication auprès de l'opinion publique mondiale qu'en réalité la Turquie ne pourra pas. Et la Turquie doit anticiper. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on disait tout à l'heure qu'en Turquie, le président de la République française avait l'opportunité de porter un message. Évidemment que le message sera subtil, évidemment qu'il sera exprimé avec hauteur, mais il faut que le message soit porté, que des choses soient dites avant, pendant ou après le voyage en Turquie. Alors en quelque sorte, ce voyage en Turquie du président Hollande en janvier 2014 donne un peu aussi le coup d'envoi de la mobilisation de la communauté en prévision de 2015. D'autant plus qu'il doit se rendre en Arménie ensuite. Il est invité à un voyage d'État en Arménie qui se situera après le voyage officiel en Turquie. Mais dont la date n'a pas encore été fixée. La date n'a pas encore été fixée, elle est à peu près envisagée. La période est envisagée. On a parlé du 24 avril. On ne sait pas en réalité. La période c'est printemps, printemps. Et le geste 2014, fort après, ça pourrait être celui-là. Ça pourrait être le 24 avril 2014. Ça pourrait être celui-là. En tout cas, il est clair que ce voyage se situe à un moment assez charnière et pour la France, et pour l'Arménie, et pour la cause arménienne. Alors, les préparatifs donc de 2015 se poursuivent au sein de la communauté. Les CCAF régionaux coordonnent les propositions des associations. Rappelez-nous comment ça se passe, parce qu'on imagine que nos auditeurs se disent est-ce qu'ils ont pensé à faire ça, est-ce qu'ils ont pensé à faire ça, comment ça se passe? Ça fait déjà à peu près 2 ans que les CCAF sont mobilisés sur la question des commémorations de 2015, parce que c'est pour nous un moment fondamental, important pour notre avenir. Et donc dans toutes les communautés, les associations ont été réunies à plusieurs reprises pour qu'elles expriment leurs propositions et pour qu'on établisse finalement un programme labellisé CCAF pour 2015. Et le CCAF, le Conseil national du CCAF, que j'ai le plaisir de coprésider avec Arat Oranian, a demandé à Alexis Govsian, qui a été longtemps président du CCAF lui-même, de présider la mission 2015. Donc, en lien permanent, quotidien, évidemment, avec le CCAF, avec des référents identifiés dans les régions pour coordonner en fait ce programme. C'est un programme effectivement extrêmement riche, passionnant, très important, qui aura une vraie influence sur l'avenir et qui est assez remarquable en réalité. C'est du jamais vu. Et qui c'est du jamais vu. Oui. Et qui est accompagné par un conseil scientifique qui a été mis en place également. Voilà. Alors, parmi les engagements, les promesses qui avaient été faites par le président de la République, mais aussi le maire de Paris, sans oublier le président de la région Île-de-France, figure celle de construire un lieu. Alors, je ne sais pas comment il faut l'appeler, un mémorial. Attribuer un lieu. Attribuer, construire, enfin ouvrir. Consacrer un lieu à la mémoire et à la civilisation. C'est pas un mémorial en tant que tel, c'est un centre de mémoire et de civilisation. Donc au sens large du terme, à Paris. Alors ça, c'est l'autre chantier que les Arméniens n'ont pas vu évoluer, les Arméniens de France n'ont pas vu évoluer. À l'aube de 2015, on s'interroge encore plus. Qu'en est-il de ce côté-là ? Pareil, ça fait partie des dossiers sur lesquels nous travaillons, sur lesquels nous nous battons, avec un accord déjà identifié par le maire de Paris, par le président du conseil régional, par les plus hautes autorités de l'État. Donc, effectivement, il faut que d'ici 2015, nous puissions prendre possession de ce centre de mémoire. Ça fait partie des dossiers qui sont aujourd'hui sur la table et du CCAF et des autorités. Arat Oranian, sur ce centre de la mémoire et de la civilisation arménienne. Non, à Paris. Je n'ai rien à ajouter. On dit, c'est en cours de discussion. C'est en cours de discussion. Alors nous avons un auditeur en ligne. Je rappelle le numéro de téléphone pour nous joindre, 01 43 53 20 74. Vous pouvez intervenir, c'est à vous. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour.
Bonjour Asmik, bonjour Ara, bonjour Mourad. Allô? On n'entend pas notre auditeur. Allô? Allô? Oui, ça y est, on vous entend. Merci. D'accord. Bonjour et bienvenue sur l'antenne d'APFM. Bonjour Asmik, bonjour Ara, bonjour Mourad. Bonjour. C'est Chante Boskerichian de Renaissance Arménienne Paris. Tout d'abord, je voudrais tous vous féliciter pour le remarquable travail que vous faites et vous avez mené et vous continuez pour la reconnaissance et la pénalisation du génocide arménien en France. J'ai été dans tous vos combats et j'en suis très fier. Néanmoins, autant je trouvais votre attitude contre Sarkozy virulent et sans concession, à juste titre d'ailleurs, autant je trouve votre attitude contre Hollande un peu trop bienveillant et mou. Pourquoi? Alors, par ailleurs, on va juste d'abord répondre à cette première question. Enfin, en même temps, vous avez répondu quand même tout à l'heure. Vous trouvez vraiment, Chante, que les intervenants ont été mous dans leur critique de ce qui a été fait jusqu'à présent? Les intervenants, non, c'était clair. Mais disons que jusqu'à maintenant, par rapport à Hollande, il n'y a pas eu de déclaration condamnant son attitude. Bon alors, on peut répéter, pourquoi si vous voulez. Enfin, je veux dire, ça a été dit tout à l'heure, mais en deux mots. On est très clair. Il y a des engagements qui ont été pris. Mais pourquoi ça n'a pas été plus virulent? J'explique. Il y a des engagements qui ont été pris. Le président de la République a été élu il y a 1 an et demi. Il y a un processus de discussion, de négociation, de relation avec l'Élysée qui est en cours. Nous travaillons pour que les engagements soient respectés. La loi, pour le Centre de mémoire et de civilisation, pour que des opinions soient exprimées par rapport à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. On a un certain nombre de dossiers pendants avec l'Élysée. Si les engagements ne sont pas respectés, aujourd'hui rien ne peut dire que les engagements n'ont pas été respectés, il y a une négociation, une discussion, un travail qui est en cours avec l'Élysée, eh bien, je le répète, nous serons les premiers à condamner l'attitude du président de la République. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Aratoranian. On a fait preuve de patience parce qu'on est conscient des enjeux qu'il y a pour un pays comme la France. On n'est pas la priorité des priorités. Si vous voulez, on ne peut pas être dans l'agitation permanente. Il y a des temps en politique. On a respecté le temps jusqu'à maintenant où, en laissant les choses se faire, en étant plutôt dans la coulisse. Ça fait 1 an, on est sur un mandat de 5 ans, on a 2015 l'année prochaine, donc ce temps-là aujourd'hui il est terminé. C'est vrai que ce temps-là on ne nous a pas donné satisfaction du tout. C'est pour ça qu'on a commencé à l'exprimer très durement dans un certain nombre d'articles, d'éditoriaux, etc. Et de communiqués aussi, qui avaient été publiés. Et de communiqués du CCAF. Maintenant, on va passer de ce stade de la contestation théorique et politique au stade de l'entrée à une phase plus pratique, plus dure dans la rue, de mobilisation. Alors là, on répète un petit peu ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc, est-ce que vous avez une autre question à poser à nos intervenants? Oui, mais je voudrais dire que le président Hollande, il a déjà trahi sa propre parole en ne venant pas le 24 avril dernière à la manifestation. C'est ce qu'il avait promis il y a 2 ans. Rapidement, est-ce que... Vous avez raison, il n'est pas venu. Donc, je voulais continuer en disant, par ailleurs, je voudrais savoir pourquoi vous faites l'impasse, je parle pour la CCAF, l'impasse depuis l'indépendance de l'Arménie, de la politique intérieure de l'Arménie. Depuis 22 ans, toutes les élections, je vous dis bien, toutes les élections ont été truquées. Mais nous n'avons pas vu le CCAF les condamner fermement au moins une seule fois. Au contraire, en se taisant, excusez-moi, mais vous cautionnez ce régime corrompu et criminel qui a causé avec sa politique d'injustice totale à tous les niveaux de la vie, l'immigration d'au moins 1,5 million de personnes depuis 22 ans. N'est-ce pas un génocide de surcroît organisé et voulu par les administrateurs successifs du pays? Ne faudrait-il pas nettoyer tout d'abord devant notre porte pour pouvoir attaquer ensuite avec un président enfin élu démocratiquement et un pays fort à tous nos problèmes récurrents? En continuant cette politique aveugle de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Arménie,
est-ce que vous vous rendez compte que vous devenez, que vous vouliez ou pas, complice de l'anéantissement de l'Arménie? Car Alors, à ce rythme, l'immigration, demain, les Turcs et les Azéris peuvent nous effacer de la carte sans aucune difficulté. alors, cette remarque sur la politique intérieure de l'Arménie est très intéressante. On a déjà eu l'occasion sur l'antenne d'IPFM de consacrer des émissions à cette situation. Là, la question s'adresse aux représentants du CCAF auquel vous reprochez en clair une certaine, Oui. un certain silence, un certain immobilisme, si j'ai bien compris, pour résumer Oui, votre propos. Alors, on va leur donner la parole, mais rapidement, parce que c'est pas le sujet ce matin, mais ils vont quand même en 2 mots vous répondre et on arrêtera là cet échange Je vous sur ce remercie. sujet. Merci pour votre appel. Donc, alors, rapidement, parce que c'est intéressant, on va pas prendre tout le temps qui nous reste pour en parler, mais La question est pertinente, la réponse est simple. On a depuis une vingtaine d'années forgé l'unité de la communauté arménienne autour, dans un premier temps, de la COPA, ensuite du comité du 24 avril, ensuite du CCAF. Et la particularité du CCAF, c'est qu'il représente toutes les sensibilités de la communauté arménienne. Toutes les sensibilités politiques, mais également culturelles, sportives, éducatives, Oui. etc. Donc c'est vraiment toutes les organisations arméniennes qui ont des appréciations différentes sur la situation de l'Arménie et qui ont des niveaux d'intervention qui peuvent pas être les mêmes les uns et les autres. En revanche, lorsqu'on a créé le CCAF, c'était clair pour tout le monde que chaque organisation du CCAF garde son autonomie. ARA n'a cessé d'écrire des articles critiques sur le système politique et le régime politique en Arménie et de Nouvelle d'Arménie en Nouvelle d'Arménie, c'est condamné. Moi, en tant que représentant de la FRA, régulièrement, je condamne le régime en Arménie, les excès, ce qu'a dit Chand Voskerichian. donc c'est pas le rôle du CCAF, c'est ça que pas vous le rôle voulez du dire. CCAF, et surtout le CCAF, il incarne l'union. Et que dans le CCAF, il y a effectivement des organisations et elles ont toutes leurs libertés. Ils ont toutes leurs libertés. Mais la priorité du CCAF, c'est de forger, de pérenniser l'union de la communauté arménienne. Et d'ailleurs, quand on a des rendez-vous réguliers avec l'ambassadeur d'Arménie en France, très régulièrement, malgré tout, en tant que coprésident du CCAF, on souligne effectivement ces problèmes intérieurs à l'Arménie. Alors, Ada Touragnan, sur cette question de l'auditeur, sur ce silence du CCAF. Bon, je crois que C'est la même réponse. Mourad a bien répondu. Je dirais quand même que c'est un silence qui est relatif, puisque le 1er mars 2008, il y a eu quand même un communiqué du CCAF qui a dénoncé évidemment ce qui s'était passé. La répression des manifestations. Il y a eu également un communiqué après les dernières élections qui a exprimé un certain nombre de choses. Alors effectivement, on n'est pas allé. Ces choses-là qui ont été exprimées sont le fruit d'un compromis, d'une discussion à l'intérieur de nos forces, qui sont diverses. Il y a effectivement dans le CCAF des organisations éminemment respectables, mais qui n'ont pas la même position que nous par rapport à l'attitude qu'il conviendrait d'avoir vis-à-vis de l'Arménie soviétique. Non pas forcément, ou de l'Arménie indépendante, pardon. Ça, c'est un beau lapsus. Mais non pas forcément qu'elles approuvent le régime, mais elles ont des positionnements où elles considèrent que depuis la diaspora, il ne nous appartient pas de peser sur ou de critiquer l'Arménie, que ça ne sert. Donc ce n'est pas évidemment la position personnelle ou organisationnelle de la FRA ou d'un média comme Nouvelle d'Arménie qui fait son travail de média, tout simplement, donc qui parle des trains à l'heure, mais aussi de ceux qui n'arrivent pas à l'heure. Voilà. Alors nous avons un autre auditeur en ligne. Bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour, madame, messieurs. Je voulais revenir sur l'intervention du précédent auditeur. Et je voudrais dire que la diplomatie vis-à-vis de toutes ces choses, c'est bien, mais faire preuve d'un peu plus d'autorité, ce serait peut-être mieux. En ce sens que taper du poing sur la table, par exemple, et imposer ce que nous réclamons tous. Vous parlez de l'Arménie ou de la Turquie? Je parle de vis-à-vis de la reconnaissance. D'accord, donc de la France. Du négationnisme. D'accord.
de l'Arménie. Et ces derniers temps, j'avais eu pendant une émission par M. Bastam, il avait invité une personnalité qui disait qu'en Turquie, il y avait près de 70% de la population qui était relativement prête à reconnaître le génocide. Mais alors ça en est où? Comment ils réagissent? Eh bien, écoutez, merci pour votre appel et pour votre questionnement. Il y a déjà eu des réponses apportées aux questions de cet auditeur au cours de l'émission. Taper du poing sur la table, vous nous avez expliqué pourquoi il n'avait pas été possible jusqu'à présent de taper du poing sur la table. En revanche, si j'ai bien compris le discours que vous avez voulu faire passer ce matin, la mobilisation débute dans la perspective du voyage de François Hollande en Turquie, et elle va se poursuivre. Donc maintenant, il n'est plus question de dire on attend, on est patient, peut-être que ça va gêner, peut-être que c'est pas le moment. Là, le rappel va se faire régulièrement et de façon audible, c'est ça que vous voulez dire? Oui, on n'a pas cessé de le dire pendant cette émission. Effectivement, le temps de l'action est venu, le temps de mettre en place les actions qui permettront de provoquer effectivement le respect des engagements du président de la République est venu, et donc on a annoncé effectivement un grand rassemblement le dimanche 26 janvier à la veille du voyage de François Hollande en Turquie, rassemblement qui a pour objectif d'affirmer notre opposition à l'entrée de cette Turquie-là dans l'Union européenne. Et puis ensuite on a le dîner du CCAF qui va permettre effectivement au lendemain du retour de François Hollande de Turquie, de dresser un état des lieux et de commenter effectivement ce voyage. Et puis il y a tous les autres dossiers sur lesquels, croyez-nous monsieur, mais vous avez bien raison de l'exprimer, nous sommes très très exigeants, que ce soit Ada Toranian ou moi-même, le CCAF dans son ensemble, très très exigeant, et avec force et détermination, nous sommes les premiers engagés, les premiers frustrés de la situation. Notre auditeur faisait également état de ce sondage d'opinion, d'une température prise dans la société turque, 70%, ça paraît quand même énorme. Non, moi je ne sais pas, je suis pas au courant de ce sondage. Ce que je vois, c'est que c'est vrai qu'en Turquie, malgré tout, il faut être juste, il faut reconnaître aussi qu'au niveau de la société civile, les choses bougent, que l'AKP, à un moment donné de sa gestion des affaires, a permis que le couvercle soit un petit peu soulevé, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une expression en Turquie d'intellectuels et qu'on parle plus facilement du génocide. Donc les choses ont quand même. C'est le paradoxe de ces autorités. Oui, on est dans cette espèce de contradiction permanente. On voit bien les choses. On n'est pas dans un aveuglement total. C'est vrai que là on est dans un discours revendicatif. Bien sûr qu'on est dans le combat et dans la revendication, mais enfin on essaye quand même de garder une lucidité par rapport aux évolutions réelles des processus politiques. Et je voudrais revenir un petit peu à ce qu'a dit à la problématique soulevée par Chant Boskerichian tout à l'heure. Je le dirais pas en tant que président du CCAF, mais en tant que observateur de la vie arménienne et acteur de la vie arménienne depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que l'ennemi, ce n'est pas toujours l'autre, que nous devons aussi regarder dans notre propre fonctionnement quels sont nos travers, et que parfois il faut penser contre soi-même et lutter contre soi-même et lutter contre nous, parce que nous avons effectivement tendance parfois à être un petit peu trop complaisant envers nous-mêmes. Indulgent en tout cas. Indulgent, et c'est pour ça qu'on travaille également, non pas seulement sur la question qu'on n'est pas seulement préoccupé par la question des droits de l'homme et des difficultés démocratiques de l'Arménie, mais que le CCAF, indépendamment de ça, a consacré beaucoup de son temps et de son énergie à essayer de mettre en place une constitution pour qu'on arrive en France à avoir une représentation véritablement démocratique de la communauté, qui ne soit pas seulement l'émanation du monde associatif, comme c'est le cas actuellement sur la base d'un compromis, mais qui soit l'expression réelle de la communauté à travers des élections,
projet que nous n'avons pas abandonné, projet que nous avons mis de côté pour l'instant parce que la priorité, nous semble-t-il, est celle de 2015 et qu'on n'a pas les moyens d'aborder de front l'ensemble des échéances et l'ensemble de nos objectifs. Mais ça reste évidemment au cœur de nos préoccupations de l'ensemble des composantes du CCAF, et ça sera peut-être aussi, si on arrive effectivement à franchir cette étape, un moyen de régler à travers le débat et à travers la démocratie la question très pertinente qu'a posée Chant Voskeritchian. Oui, parce qu'un conseil franco-arménien élu pourrait effectivement décider d'une politique commune sur la base d'élections, puisque les membres qui siégeraient à la tête de ce conseil seraient les membres élus et qui auraient donc le droit de prendre une position telle ou telle. Après, on ne peut pas préjuger de ce qui sera décidé. Là, nous sommes sur le plus petit dénominateur commun. Donc, vous expliquez, dans le consensus maximum. C'est ça. Donc aujourd'hui, si tout le monde n'est pas d'accord, on ne peut du coup rien dire, enfin, sauf à les exceptions que vous avez rappelées tout à l'heure à Ratoranian, parce qu'il y a déjà eu des communiqués condamnant la situation intérieure en Arménie. Eh bien, écoutez, messieurs, merci. Cette émission touche à sa fin. On va rappeler, évidemment, on vous recevra de nouveau pour accompagner la mobilisation en prévision de cette manifestation du 26 janvier, mais on rappelle d'ores et déjà cette date du 26 janvier 2014, dimanche à 15h, sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro, le rassemblement qui sera organisé pour rappeler à François Hollande, à la veille de son voyage en Turquie, que les Arméniens de France attendent de lui un geste fort, alors vous l'avez dit, Murat Papazian, avant, pendant ou après, mais que ce voyage ne soit pas 100% pro-turc et qu'il n'y ait pas cette sensation que les questions concernant les Arméniens passent à la trappe, à la faveur de ce voyage. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent revoir cette émission, sur notre site radio-ipfm.com et la réécouter bien sûr à loisir. Merci de votre attention, messieurs. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Carte sur table.